C'est un plaisir de vous retrouver sur la RTG au sommaire de ce journal. Fin des travaux de la grande commission mixte de coopération à Ankara, c'est en Turquie. La délégation guinéenne est conduite par le ministre des Affaires étrangères. Une dizaine de conventions ont été signées entre les deux pays qui veulent renforcer leur partenariat dans plusieurs secteurs de développement. Ce soir, je vous amène à la découverte d'un passionné de la terre. Aboubakar Bari vit à Alasoya, dans Fourikaria, avec à son actif 45 hectares de riz. Malgré ses maigres moyens, il ne compte pas lâcher prise pour sa passion envers l'agriculture. Élection présidentielle américaine 2024, le scrutin est une victoire pour Donald Trump, qui est réélu en remportant la totalité des États clés. Son parti décroche également une très grande majorité au Sénat. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur les antennes de la télévision nationale. À la une de l'actualité ce soir, après des séries de formations à l'intention des conseillers nationaux, des agents de l'administration parlementaire et les différentes couches sociopolitiques, leur est au départ des différentes missions pour l'intérieur du pays. Cet après-midi, le président du CNT a officiellement lancé une campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Nous reviendrons sur cet élément avant la fin de cette édition. Et puis, le siège de l'Institut national de santé publique a été inauguré ce mercredi. Cette infrastructure sanitaire comprend 3 grands bâtiments. La construction de ce siège va permettre d'une part de répondre aux crises sanitaires. Fatmata Kourouma. Dans cette salle, ces acteurs clés dans la lutte contre les faux médicaments se retrouvent. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la validation technique du plan national de lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés 2024-2029. Ce document forçait la lutte déjà mise en place par le ministère de la Santé. Plusieurs points sont inscrits dans ce nouveau document. Le plan comporte des aspects de formation et d'éducation du public parce que les gens ne savent pas toujours circourir un risque par rapport à la qualité des médicaments. Alors que la qualité des médicaments a des conséquences directes sur les consommateurs. Le premier, c'est des échecs thérapeutiques. Nous sommes dans une phase de lutte contre les médicaments falsifiés et contre la rentrée des médicaments frauduleux. Et donc nous avions besoin, du niveau national, nous avons besoin d'un plan qui nous permette de faire une lutte acharnée, non seulement ceux qui importent les médicaments falsifiés, mais ceux qui en détiennent aussi. Ce document, élaboré par l'ensemble des acteurs sous la supervision de la Direction nationale de la pharmacie et du médicament, permet de pérenniser les acquis. Ce document va nous permettre de pérenniser les acquis que nous avons déjà eus par le passé, parce que depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, les nouvelles autorités, en appui du ministère de la Santé, ont pris très au sérieux la lutte contre la vente illicite de médicaments. Et ce soutien nous a permis aujourd'hui d'avoir des résultats, notamment la saisie des médicaments dans les différents marchés. Ce nouveau plan prend en compte plusieurs aspects, dont l'éducation du public par rapport aux origines des médicaments de qualité inférieure, des médicaments falsifiés et leurs conséquences. Vous l'avez donc compris, c'était plutôt la validation technique du plan national de lutte contre les produits médicaux de qualité inférieure et falsifiés 2024-2025, un plan élaboré pour corriger et pérenniser les efforts dans la lutte contre les faux médicaments en Guinée. La Direction nationale de la pharmacie et du médicament du ministère de la Santé est au centre de l'élaboration de ce nouveau document. C'était un reportage signé Tierno Maroufba et Mohamed Mpati Kamara. C'est officiel, la Guinée se dote de sa toute première liste de maladies professionnelles indemnisables. Il s'agit d'une avancée majeure saluée par les partenaires sociaux et techniques du pays. Le document officiellement remis à l'autorité vient clairement définir les mécanismes de prévention et de répartition en cas de maladie en milieu de travail en Guinée. Reportage de Mamadi Ternaka Misoko. C'est l'aboutissement d'un long processus. Au nom du ministre du Travail et de la Fonction publique, la conseillère principale du département reçoit officiellement le document portant liste nationale des maladies professionnelles indemnisables.
Il prend en compte les risques liés au travail dans toutes les professions et détermine le mécanisme de réparation et de gestion. Nous entamons une étape très cruciale en matière de santé au travail dans la République de Guinée. La liste d'identité professionnelle est désormais une réalité dans notre pays. Je pense que les prochaines étapes, comme vous l'avez suivi, il s'agit bien évidemment d'approuver et de prendre un décret y afférent. À partir de là maintenant, nous ferons en sorte que la promotion à travers la vulgarisation au niveau de l'ensemble vraiment des acteurs concernés. Il s'agit d'une grande première en Guinée depuis l'indépendance. Les partenaires sociaux, qui sont le patronat et le syndicat, se montrent plus que jamais satisfaits. 66 ans d'indépendance, c'est à la 66e année que la Guinée se dote d'une première liste des maladies professionnelles indemnisables. C'est un sentiment de joie au niveau du mouvement syndical. Franchement, le patronat est très satisfait par rapport à ça. Parce que franchement, c'est un record. Vous savez qu'à l'époque, c'était 5 maladies qui étaient vraiment validées. Mais si aujourd'hui, on se retrouve avec plusieurs maladies validées, vraiment, c'est un honneur. Cette liste élaborée va servir de cadre de référence et permettra d'améliorer la santé des travailleurs. Avec le programme Simandou 2040 comme catalyseur de l'émergence du pays, la Guinée veut se doter de tous les instruments juridiques devant garantir la sécurité des travailleurs. C'est le lieu de féliciter l'initiative, mais aussi c'est le lieu de souhaiter que cette liste soit finalement adoptée par le gouvernement et qu'elle fasse l'objet d'une révision périodique afin que les nouvelles maladies en lien avec les nouveaux risques professionnels soient régulièrement prises en compte. Nous sommes dans la dynamique de respecter nos engagements à l'international, mais aussi envers nos travailleurs. Nous avons désormais une vision. La culture de la sécurité et de la santé au travail est partagée par tous les acteurs du monde du travail. Ce document, qui a bénéficié de l'adhésion des mandats tripartites et des partenaires de l'Organisation internationale du travail, sera prochainement soumis au gouvernement guinéen. Nous revenons donc sur cet élément après des séries de formations à l'intention des conseillers nationaux, des agents de l'administration parlementaire et les différentes couches sociopolitiques du pays. L'heure est au départ des différentes missions pour l'intérieur du pays. Cet après-midi, le président du CNT a officiellement lancé la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Le film de la cérémonie avec Mohamed Lamine Camara, Robert Sy de Tourneau, Mohamed Yansane. Le Conseil national de la transition est dans la dynamique de l'inclusivité nationale par le biais de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. Ce document de 205 articles, dont 35 nouveaux, ne peut être soumis au référendum sans que la participation et la contribution des citoyens guinéens soient prises en compte. C'est dans cette optique que des missions sont constituées pour être déployées sur le terrain. Ici, au siège du CNT, les conseillers nationaux, quelques membres du gouvernement, du CNRD, des diplomates accrédités et autres acteurs concernés prennent part à cette cérémonie. À cette occasion, le président de l'institution lance officiellement le départ des missionnaires. Aujourd'hui marque le départ de la plus grande campagne d'explication d'un texte constitutionnel qui n'a jamais été vécu dans un pays africain. Je précise, le modèle guinéen a été certifié par l'Union interparlementaire pour servir de modèle pour tous les pays en transition et servir de modèle pour tous les pays qui sont en réforme constitutionnelle. C'est ça qui justifie notre invitation au Gabon, dans d'autres pays, pour appuyer ces pays dans leur processus constitutionnel. C'est grâce à la vision du président de la République qui est parti d'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Il a promis que nous allons faire des institutions, bâtir des institutions qui résisteront au temps et à la tentation des hommes. Il s'agit de donner un contenu à cette vision et associer le peuple à la qualification, à la consolidation et la concrétisation de cette vision politique, de cette vision philosophique et de cette vision idéologique de la Constitution. Les missions vont s'étendre sur une durée de 30 jours. Plusieurs rencontres comme des assemblées consultatives, des dialogues ouverts seront organisés à Conakry, dans les 33 préfectures et dans toutes les sous-préfectures du pays.
142 agents vulgarisateurs mettront la mission à profit pour expliquer le contenu du document dans les langues à travers les enseignements issus des séances de formation de Conakry. Ce moment, il est crucial. Il symbolise notre engagement collectif à écrire ensemble un nouveau chapitre de l'histoire de la Guinée. Cette nouvelle constitution se veut l'écho des voix de nos concitoyens, des attentes de nos communautés, de Conakry aux préfectures et même au-delà de nos frontières. Elle incarne notre désir de refonder l'État, de renforcer les droits de chaque citoyen et de créer des institutions solides au service du bien commun. À partir de maintenant, c'est à nous, honorables représentants, de porter cette constitution jusqu'au cœur de chaque village, de chaque quartier, de chaque foyer. Tout au long de ce processus de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution, les avis et suggestions de toutes les composantes sociopolitiques seront prises en compte. L'objectif final de cet exercice est de parvenir à une proposition de constitution qui requiert le consensus national. Hors de nos frontières, le Premier ministre chef du gouvernement est à Addis Abeba, c'est en Éthiopie. Amadou Ouriba a été accueilli par le Premier ministre éthiopien avant de s'entretenir avec le directeur général de l'ONUDI qui doit accompagner la Guinée dans la mise en œuvre de sa politique de développement industriel. Commentaire Hadi Kamara, image Ousmane Kobole Keïta. Le Premier ministre chef du gouvernement, Amadou Ouriba, est arrivé dans la nuit du mardi à Addis Abeba. À sa descente d'avion, il est accueilli par son homologue éthiopien, Abiy Ahmed, en présence de l'ambassadeur de Guinée, Noumouké Kaba. Au salon d'honneur de l'aéroport international d'Addis Abeba, les deux hommes d'État ont salué la qualité des relations historiques entre la Fédération démocratique d'Éthiopie et la République de Guinée. Abiy Ahmed apprécie le renouvellement de la génération de dirigeants en Guinée et a dit sa volonté d'accompagner la réussite de la transition. Pour lui, la Guinée a les atouts de devenir un pays leader sur le continent. Le Premier ministre Amadou Ouriba a exprimé la vision du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, pour accélérer le processus de transformation de la Guinée à travers le programme Simandou 2040. Ayant de convergences de vues sur plusieurs questions de développement et de diplomatie, les autorités des deux pays œuvrent à dynamiser des liens de coopération. Ce matin, le nouveau ministre des Affaires étrangères de la Fédération a réitéré au Premier ministre Amadou Ouriba l'attention que son pays porte à la Guinée depuis les années 60. Le chef du gouvernement guinéen a invité à prendre des initiatives qui scellent les accords de coopération existants entre les deux pays. Au niveau diplomatique, la Guinée sollicite l'appui d'Addis Abeba pour la ratification de l'ouverture à Conakry du Centre africain de développement minier. Par ailleurs, au cours du déjeuner de travail réunissant autour du Premier ministre, le directeur général de l'ONUDI, le ministre éthiopien de l'Industrie et des ambassadeurs, les opportunités de mise en commun des ressources et expériences pour le développement ont été passées en revue. L'ONUDI se prépare à élaborer un programme de partenariat avec la Guinée en s'inspirant du modèle de l'Éthiopie. Je vous le disais dans les titres, les relations entre la Guinée et la Turquie se portent bien. En témoigne ce matin la signature de plusieurs accords de coopération bilatérale entre les deux pays. C'est en marge des travaux de la grande commission mixte qui ont pris fin à Ankara 2 jours pour peaufiner et ratifier une dizaine de conventions. Les deux pays décident de renforcer leur partenariat dans plusieurs domaines de développement. Le commentaire est signé Makem Medunzo. Une belle entrée en matière pour détendre l'ambiance et attaquer cette journée désormais gravée dans l'histoire. Les deux ministres des Affaires étrangères, turcs et guinéens, signent les conclusions de la 4e grande commission mixte de coopération. 14 accords au total pour rapprocher davantage deux pays déjà amis. L'éducation, le tourisme, l'agriculture, les mines, l'énergie, les affaires sociales ou encore les sports, pour ne citer que cela,
Les domaines retenus sont nombreux. Türkiye olarak bugün Gine'nin siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda elde ettiği kazanımları La Turquie accueille avec grande appréciation les avancées politiques, économiques et sociales que la Guinée a accomplies ces dernières années. Nous considérons la Guinée non seulement comme un acteur important, mais également comme l'une des valeurs montantes de l'Afrique, un pays qui se distingue. Grâce à nos investissements réciproques, les liens entre nos deux pays se renforcent pas à pas. La Guinée dispose d'un potentiel énorme et la Turquie a l'expertise requise. Avec la volonté commune de leurs leaders de renforcer le partenariat et d'élever le niveau des échanges commerciaux, Conakry et Ankara s'engagent dans une nouvelle dynamique, un partenariat réciproquement avantageux. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui à la tête de cette importante mission pour accomplir les actions en fonction de ce qui a été arrêté, fixé par nos deux leaders. Leurs Excellences, le général Mamadi Doumbouya, président de la République du Guinée, et son Excellence le président Erdogan de la République de Turquie. Ces deux leaders se sont rencontrés lors de l'investiture de son Excellence le président Erdogan et ils se sont engagés à créer, à renforcer, à vivifier les relations qui unissent nos deux pays. Les travaux de cette grande commission mixte de coopération technique entre la Guinée et la Turquie viennent traduire ces engagements de nos deux présidents. Et c'est avec une immense satisfaction que je salue les résultats obtenus. Plusieurs experts guinéens ont travaillé sur les accords signés ce mercredi 6 novembre par les ministres des Affaires étrangères des deux pays. Notre travail sur le papier est peut-être terminé. Le plus gros reste à faire, c'est le travail sur le terrain. Que faut-il faire pour traduire ces engagements, ces papiers que nous allons signer ici, en action concrète, en action de développement pour la Guinée et pour la Turquie. Les engagements pris aujourd'hui en matière d'investissement turc en Guinée, en matière d'investissement guinéen en Turquie, puisque les hommes d'affaires aussi viennent ici et ont l'intention d'investir chez nous. Ces échanges pour des projets structurants faciliteront les partenariats entre les entreprises guinéennes et turques. Nous ouvrons la voie ainsi à un futur prospère pour nos deux pays. Je suis convaincu que les accords signés aujourd'hui marqueront une étape décisive pour l'avenir de notre coopération. Rendez-vous en 2026 pour faire le point sur les accords obtenus ce mercredi. C'est Conakry qui va accueillir les travaux de la 5e Grande Commission mixte de coopération Guinée-Turquie. Passation de service au sein des forces armées guinéennes, ce qui marque une évolution dans la hiérarchie militaire. Cette prise de responsabilité a eu lieu au camp Almamissa Mori Touré au cours d'une cérémonie. Adjudant Abdulkader Kamara, correspondant de la presse militaire. Ils sont plusieurs officiers généraux des forces armées guinéennes à bénéficier de la confiance du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Parmi eux, le général de brigade Malik Diakité, précédemment chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, aujourd'hui nommé chef d'état-major général adjoint des armées. Il succède à ce poste au général de division aérienne Ahmed Mohamed Wouri Diallo. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme chef d'état-major général adjoint des armées le général de brigade Malik Diakité ici présent. Vous lui obéirez sous les ordres du chef d'état-major général des armées en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution du règlement militaire et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. Je tiens à le rassurer sans équivoque de doter notre pays d'un outil de défense performant en phase avec les défis sécuritaires multiformes qui interpellent les nations en marche comme la nôtre. Au ministère de la Défense, l'inspection générale des forces armées guinéennes change de commandement. Le général de division aérienne Ahmed Mohamed Wouri Diallo remplace à ce poste le général de division Abdoulaye Keita.
Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre-secrétaire général de la présidence de la République, du directeur de cabinet du ministère de la Défense nationale et de la chaîne de commandement. Au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, vous reconnaîtrez désormais comme inspecteur général des forces armées le général de division Ahmed Mohamed Ouri Diallo, ici présent. Vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, l'exécution des règlements militaires et l'observation des lois dans l'intérêt supérieur de la nation. C'est pour moi un honneur et une grande responsabilité d'assumer désormais la fonction d'inspecteur général des forces armées guinéennes. À cet instant solennel, je voudrais avant tout exprimer ma reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour avoir renouvelé sa confiance à ma personne. Cet acte de confiance, je le reçois avec une humilité profonde et la ferme résolution de répondre aux attentes qui sont placées à moi. À l'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keita prend les rênes de cette institution. Il remplace à ce poste le général de division Bala Koivougui, appelé en deuxième section. Une cérémonie grandeur nature en présence des unités d'infanterie. Officiers, sous-officiers, militaires du rang, au nom du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets cet étendard de l'état-major de l'armée de terre et vous ferez-en un bon usage. Être à la tête de l'état-major de l'armée de terre est pour moi un immense honneur, mais aussi un privilège, car je suis pleinement conscient des défis qui nous attendent dans le domaine de la formation pour répondre efficacement aux nouvelles formes de menaces sécuritaires. Nous avons également le devoir de préserver et de transmettre les valeurs qui fondent notre engagement. L'honneur, la discipline, le respect et la fraternité. Ces différents remaniements interviennent dans le cadre d'une réorganisation des structures militaires. Ils s'inscrivent dans la continuité des efforts visant à renforcer l'efficacité et la professionnalisation des forces armées guinéennes. À l'enseignement supérieur, le séjour de la délégation russe se poursuit avec une série de rencontres du monde scientifique guinéen. Le vice-ministre russe et sa suite se sont rendus au Centre de recherche marine et côtière de Guinée. Il s'agit de définir avec le ministère et ses techniciens les priorités de la future cité des sciences et de l'innovation. Compte rendu, Monir Bari. L'Institut russe de biologie des mers du Sud et le CEREMAC Guinée effectuent plusieurs travaux de recherche en Guinée et notamment dans le bassin de Fatala. Le séjour de ces experts russes vise à redynamiser la coopération scientifique internationale en quête permanente de modernité, d'excellence académique et d'innovation. Je suis amené une grande délégation ici en Guinée. Il y a des grands chercheurs dans le domaine d'océanographie, dans le domaine d'écologie, de l'environnement, pour qu'on puisse voir ensemble avec nos partenaires, avec nos collègues guinéens. Et nous sommes là pour voir comment on peut accompagner nos collègues guinéens dans ces projets, comme c'était le cas avec la génération précédente de nos chercheurs. Cette rencontre avec ces scientifiques russes traduit l'engagement du ministère à œuvrer pour la qualification de l'enseignement en général et pour la rénovation des centres. L'institution guinéenne de recherche scientifique que vous visitez aujourd'hui est en pleine refondation et rectification. La première action marquant la rectification institutionnelle est le changement de nom. La Guinée et la Fédération de Russie entretiennent de très bonnes relations scientifiques et académiques. Le séjour de ces partenaires russes sera mis à profit pour intensifier et diversifier cette coopération scientifique. Les entretiens sont bouclés par une visite du centre en pleine rénovation.
Dans l'actualité, encore un document d'orientation vient d'être élaboré en faveur de la Chambre de commerce dont l'appui technique et financier est assuré par le PNUD. Certes, des progrès sont enregistrés depuis la mise en place de l'institution, mais il y a du chemin à parcourir pour rendre le secteur privé guinéen plus dynamique et compétitif. Le document est le plan stratégique quinquennal dont la restitution est faite en présence de tous les acteurs concernés avant validation. Abdul Karim Kamara. Dans son rôle d'interface entre l'État et le secteur privé, la Chambre de commerce affiche les couleurs de sa détermination. Elle vient de se doter d'un plan stratégique pour les 5 prochaines années, un document cadre de développement et d'action pour la réalisation des objectifs de l'institution. Ce plan, la Chambre de commerce l'a voulu inclusif afin de rendre le secteur privé guinéen plus dynamique et plus compétitif. Dans les 2 ans écoulés, nous avons quand même pu évoluer, avancer dans plusieurs aspects. Il y avait encore quelques manquements ou des lacunes qu'il faut quand même faire évoluer. Donc c'est dans ce cadre que nous avons aussi souhaité des appuis pour sortir le diagnostic du fonctionnement de la Chambre de commerce et de l'évolution et la vision pour la modernisation et le développement du secteur privé de la Guinée dans le cadre des missions de la Chambre. C'est un plan stratégique qui porte sur 8 axes, notamment le renforcement de la gouvernance des instances, des infrastructures et des richesses humaines. Nous, au niveau du PNUD, nous restons disponibles et nous continuons à travailler avec l'ensemble des acteurs, des agents économiques, pour faire en sorte que le secteur privé continue et puisse renforcer son rôle de locomotive du développement socio-économique, son rôle de levier de la croissance économique du pays. Pour le ministère du Commerce, l'acquisition de cet outil constitue une étape cruciale dans la restructuration du secteur privé, l'accroissement de sa compétitivité face aux défis internationaux, notamment l'entrée en vigueur de la ZLECAf. J'invite toutes les directions techniques de notre ministère à renforcer leur collaboration avec la Chambre de commerce et ensemble, nous pourrons garantir que ce plan stratégique porte ses fruits pour un secteur privé guinéen plus fort et plus résilient. Ce document d'orientation est ici restitué en présence de tous les acteurs concernés. Après sa validation, viendra l'étape de la formation des élus consulaires sur son contenu à travers le pays. Focus à présent sur le groupe SIAO, une entreprise citoyenne très engagée dans la promotion de la production locale pour offrir des opportunités d'insertion aux jeunes et contribuer à alimenter le marché en produits alimentaires de qualité. Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. Le complexe agro-industriel de SIAO, situé dans la commune de Kaloum, est un établissement qui s'occupe de la transformation des matières premières en produits raffinés. Cette unité de production s'est fixée comme objectif d'assurer la sécurité alimentaire en Guinée et de participer au développement de l'agriculture locale, d'où sa renommée de soldat de la sécurité alimentaire en Guinée. Le complexe agro-industriel SIAO Guinée est composé de plusieurs unités de production, dont la raffinerie d'huile avec une capacité de production de 700 tonnes d'huile raffinée par jour. L'usine de mayonnaise produit plusieurs types de boîtes de poids différents pour une capacité journalière de 180 tonnes. Dans cette unité industrielle, des savons de qualité sont produits pour les besoins des ménages. Pour intensifier sa productivité, elle dispose en son sein une usine de production de la margarine. Dans sa vision également de demeurer un fleuron de l'industrie alimentaire dans la sous-région, SIAO Guinée produit sur place tous les emballages de ces différentes gammes de produits. SIAO Guinée, en tant qu'industrie futuriste, a mis en place aussi un système innovant pour la transformation de l'eau de mer en potable. Des laboratoires hyper équipés pour le respect des normes conventionnelles et internationales, ce qui apporte des avantages technologiques, économiques et sociétaux. Les normes aident également à harmoniser les spécifications techniques et d'autres spécifications de produits et de services, ce qui rend l'industrie plus efficace et élimine les obstacles au commerce. La prise en compte de ces paramètres a rendu les produits de SIAO Guinée plus prisés par les consommateurs de la sous-région.
En termes de sécurité alimentaire, Siao Guinée dispose d'un entrepôt de stockage de 130 000 tonnes de riz, couvrant le besoin trimestriel du pays. Son implantation vient également booster la production locale en diminuant le flux des importations et accroître la capacité d'exportation de la Guinée. C'est aussi garantir sur plusieurs mois le stock de sécurité alimentaire de notre pays. Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, avec à sa tête le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, cette industrie alimentaire connaît une avancée significative. Avec cet élan du groupe Siao, une belle opportunité s'offre désormais aux acteurs du monde rural. Les planteurs de palmiers peuvent se frotter à présent les mains. Le groupe crée des débouchés sûrs pour l'écoulement des matières premières destinées à cette unité agro-industrielle. L'implantation de ce complexe en Guinée favorise non seulement la création d'emplois, mais aussi de la valorisation de la production locale et la conquête du marché sous-régional par l'industrie guinéenne. Une initiative qui vient renforcer la politique de promotion de la production locale du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. L'élan rassurant de l'industrialisation en Guinée encourage aujourd'hui la productivité avec l'introduction de nouvelles techniques et technologies. Elle a aussi favorisé la création d'emplois, ce qui a du coup rehaussé les compétences de la main-d'œuvre locale tout en favorisant l'économie formelle. Elle a également amélioré l'économie en général et participé à la stabilité sociale. À date, plus de 700 jeunes Guinéens mettent en valeur leurs compétences dans les différentes usines de Siao Guinée. Dans cette dynamique, la compétence locale et celle étrangère travaillent en synergie pour offrir des produits de qualité aux consommateurs. La Guinée est donc lancée sur la voie de l'émergence grâce à la clairvoyance des autorités de la transition qui ne cessent d'accompagner ces entreprises à prospérer pour l'intérêt supérieur de la nation. La Guinée d'aujourd'hui, c'est aussi le climat des affaires favorable à tout investissement local et étranger. Et l'industrialisation de la Guinée devient une réalité sur l'ère CNRD. L'actualité nationale, c'est aussi la Chambre des mines qui a tenu son tout premier conseil au compte de la session 2024-2025. Les préoccupations du moment liées au monde minier ont été débattues sous le regard de nouvelles têtes des adhérents qui viennent donc se joindre à la grande famille de la Chambre des mines. Voyons tout cela avec Mariam Kamara. Ils font le choix de rejoindre la grande famille de la Chambre des mines. Lors de ce conseil d'administration, les sociétés Achapura African Lease Guinée et Général de Courtage expriment leur volonté d'appartenir à cette organisation, motivée par le sens des régulations et le caractère organisationnel de la Chambre des mines. L'importance d'adhérer à la Chambre des mines, c'est que d'un côté, on est dans un espace privilégié où nous avons accès aux différents acteurs majeurs du secteur minier, donc qui sont des sociétés qui interviennent dans le développement du pays de façon significative. Cette proximité est également en réponse à la politique de contenu local aussi du pays, qui nous permet, nous acteurs locaux, de pouvoir apporter nos compétences. À près de 70 membres, la Chambre des mines arrive à date à intervenir et influencer positivement toute la chaîne de production minière. Et la raison de notre présence donc, au niveau de cette Chambre des mines tient à deux niveaux. Alors le premier niveau est purement et simplement légal et réglementaire. Vous êtes sans savoir que l'activité minière non seulement doit être assurée en Guinée, mais également par des sociétés de droit guinéens. Cette session a également traité des questions du moment liées à l'examen et l'approbation du projet de pacte de stabilisation sociale proposé par le gouvernement. L'organisation prochaine de la table ronde sur les droits humains dans les zones minières et la situation du Sylvalim, plateforme de digitalisation des listes minières.
Allons à présent à la découverte d'un amoureux de la terre à Alasoya, dans la préfecture de Forikaria. Boubacar Bari possède 45 hectares de riz et 9 hectares de pastèques valorisés. Malgré ses maigres moyens, il compte s'investir davantage avec le soutien des habitants de la localité pour faire du slogan « Consommons ce que nous cultivons » une réalité. Idrissa Sissi est allé à sa rencontre. Atteindre les objectifs de la refondation verte est l'une des priorités des autorités guinéennes. Ce passionné de la terre s'inscrit dans ce élan. Boubacar Bari a déjà valorisé 45 hectares de riz à Dari, dans la sous-préfecture d'Alasoya, préfecture de Forekaria. Cette prouesse est réalisée grâce à l'implication directe des riverains. Les avantages que nous avons dans ce que nous faisons sont nombreux. Avec ce que nous avons là, toute la population va bénéficier grâce au bon Dieu. Une seule personne ne peut pas manger toute cette quantité. Je suis sincèrement satisfait de ma collaboration avec les habitants des localités qui entourent mon champ. Les habitants du district de Dari et ceux des villages voisins apprécient le combat de ce jeune amoureux de la terre. Ils promettent de l'accompagner à la hauteur de leurs moyens pour l'aider dans son initiative. L'homme doit avoir l'amour de son pays. Tu dois émettre des idées pour le développement de cette localité. C'est cette idée que ce monsieur a eue. Sinon, il est de Mamou, mais il a compris que l'avenir d'un pays ne se limite pas seulement à la localité qui t'a vu naître. Tous les Guinéens doivent comprendre que le pays a besoin de ses fils. C'est un bon travail et un travail vraiment à encourager parce que c'est un travail qui est fait à la main depuis le labour jusqu'à aujourd'hui. Cet opérateur économique reconverti en agriculteur vise loin dans le secteur agricole. Mais l'accès difficile et le manque d'intrants sont entre autres difficultés auxquelles il est confronté. Et puis, cette rencontre de la ministre de la Pêche et de l'économie maritime avec l'ensemble des acteurs du secteur, Fatima Camara, va au contact de ses collaborateurs pour les rassurer de sa volonté à œuvrer pour le rayonnement du secteur de la pêche. N'est-ce pas, Algassimouba? Rassembler tous les acteurs de la pêche autour d'un idéal commun, telle est la préoccupation de Fatima Camara. Ici, au marché de Kenyang, la ministre est venue réitérer aux marieuses son engagement à œuvrer pour le rayonnement de leur métier et du secteur halieutique en général, une exigence du chef de l'État. La valorisation de la femme guinéenne est une préoccupation majeure du président de la République, général Mamadi Doumbouya. Merci pour tout ce que vous faites pour l'approvisionnement régulier du marché de Conakry jusqu'au plus petit village de l'intérieur du pays. C'est pour ce faire que je suis à vos côtés aujourd'hui, à Kenya, pour marquer la volonté de mon ministère et au gouvernement à garantir une alimentation saine aux populations. Recevez ici les cordiales et chaleureuses salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Avec les différentes fédérations de pêche, les débats étaient axés sur les projets communs à entreprendre pour une bonne gestion de l'ensemble du secteur de la pêche. Les marieuses sur le marché de poissons de Kenya sont décidées à accompagner le gouvernement de l'histoire en cours dans notre pays, à leur façon. C'est pourquoi elles ont lancé une série d'activités dont le coup d'envoi a été donné à Bouloubine. Madame la ministre, nous vous prions à présent avec humilité de bien vouloir être notre interprète auprès de Monsieur le Président de la République afin de lui traduire notre reconnaissance et notre satisfaction pour toutes ces bonnes actions en faveur du secteur de la pêche. Cette rencontre sur la cohésion sociale a été une occasion pour Fatima de véhiculer le message du chef de l'État à l'ensemble de tous les acteurs du secteur de la pêche. Au ministère du Plan et de la Coopération internationale, une rencontre a eu lieu entre les membres du comité intersectoriel du recensement général de la population et de l'habitat. À l'ordre du jour, le rapport des 6 derniers mois d'activité réalisés et celles en cours de réalisation. Plus de précisions dans ce reportage de Bakary Bamba Kondi.
Le processus du 4e recensement général de la population et de l'habitation, RGPH4, avance à la satisfaction de tous les acteurs impliqués, notamment les autorités du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le comité technique intersectoriel vient de tenir sa 2e session. En cause, examiner le rapport à mi-parcours allant du mois de mai à octobre 2024. Au cours des 6 derniers mois, nous avons procédé à la collecte de données de la 88 censitaires qui constitue une phase cruciale de recensement. À date, nous avons près de 552 agents sur le terrain qui collectent des informations sur la population, les infrastructures dans les localités de l'ensemble du territoire. Le taux de couverture aujourd'hui par rapport à la projection de la population est de 104%. Nous espérons terminer cette phase à la fin de ce mois. Les activités réalisées, celles en cours de réalisation et des perspectives concentrent l'essentiel de ce rapport partiel. La réticence de certaines populations au recensement, ce point a été examiné en collaboration avec les représentants des ministères sectoriels impliqués, notamment le MATD et le ministère de la Défense, le ministère des Affaires étrangères pour ce qui concerne les étrangers, et des recommandations sont formulées à la haute attention du Conseil national du recensement au niveau ministériel. Du fait des contraintes, c'est constaté une prolongation qui s'est dégagée conséquemment des retards accusés du fait des intempéries et qui occasionne des ressources supplémentaires. Après 2 heures d'échange, le rapport a été finalement validé à l'unanimité. Ainsi, il prévoit la fin de la cartographie des différentes localités du pays à la fin de ce mois de novembre et le reste du processus en fin février 2025. Atelier de dissémination du rapport des consultations techniques sur le document Pacte pour l'avenir à l'intention des parties prenantes. Il est organisé par le ministère du Plan et de la Coopération internationale à travers la Direction nationale du plan. La rencontre de Conakry concerne les différents directeurs des bureaux de stratégie et de développement. Le point avec Youssouf Kamara d'Avancila. À la suite du sommet de l'avenir tenu aux Nations Unies en septembre dernier, le gouvernement guinéen, à travers le ministère du Plan, a voulu faire une dissémination du rapport des consultations techniques sur le pacte de l'avenir. Ce document, dont la dissémination fait l'objet du jour, est un document élaboré sur la base de l'analyse diagnostique des sessions techniques assorties du processus de consultation technique sur le pacte sous une approche inclusive, participative et consensuelle. Toutes les parties prenantes, notamment les bureaux de stratégie et de développement des différents ministères, la société civile, le syndicat, le système des Nations Unies. Pour atteindre l'objectif du pacte, les résultats de ce rapport confirment l'engagement et l'attachement de la Guinée au droit international. Ce présent atelier vise à approprier les acteurs de mise en œuvre du document Pacte de l'avenir conformément aux recommandations formulées lors des consultations techniques. En tant qu'acteur de mise en œuvre des documents de planification, cette opportunité doit être saisie en vue de valoriser la prise en compte des engagements auxquels la Guinée a souscrit dans la Charte des Nations Unies pour les générations futures. Le pacte de l'avenir ou du futur est un outil qui remédie au retard accusé dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable à l'horizon 2030. Ce pacte est l'aboutissement d'un processus inclusif, mené sur plusieurs années, visant à adapter la coopération internationale aux réalités d'aujourd'hui et aux défis de demain. Il s'agit du plus large accord international depuis plusieurs années, couvrant de nouveaux domaines et des enjeux restés non résolus pendant des décennies. La participation de la délégation nationale, conduite par le Premier ministre, chef du gouvernement, au sommet de l'avenir, qui s'est déroulé à New York, au siège des Nations Unies, a montré, si besoin est, l'adhésion et l'attachement de la République de Guinée au multilatéralisme et aux axes prioritaires du projet de pacte de l'avenir. Le pacte couvre un large éventail de thèmes, notamment la paix et la sécurité, la coopération numérique, les droits humains, l'égalité des sexes, ainsi que la transformation et la gouvernance mondiale.
Et puis, la population de Sabadou Koma, village du chef de l'État, dévoile son intention envers le président de la République. La religion et le football étaient au rendez-vous pour apprécier les actions de développement. Soutenir les acquis de la République est l'un des engagements des habitants pour que règne la paix. Diamokaba rencontre. Koma est un district de la commune rurale de Sabadou-Baranama dans Kankan. Un district plein d'histoires et récits divers. C'est ici qu'on retrouve les origines du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. Aujourd'hui, Sabadou Koma est mobilisé pour soutenir les actions du chef de l'État. Résidents et ressortissants se donnent rendez-vous sur cette place publique autour du livre saint pour apprécier les politiques mises en œuvre par le CNRD. Des politiques qui touchent tout le territoire pour améliorer le quotidien des populations à la base. Cette lecture du Saint-Coran est organisée pour formuler des bénédictions envers le président de la République. À Koma ici, on parle d'une seule voix pour soutenir les actions du chef de l'État. C'est pour accompagner le général d'armée Mamadi Doumbouya dans ces belles initiatives en faveur du pays. Désormais, on se donne la main pour prôner la paix et la cohésion sociale. L'unité d'action pour accompagner le développement socio-économique du pays, voilà ce qui motive la jeunesse de Sabadou Koma pour apprécier les idéaux du président de la République. Une jeunesse dynamique et engagée pour exposer au grand public son intention envers le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est juste pour que nous puissions accompagner le général Mamadi Doumbouya dans ses bonnes intentions envers la Guinée. Donc nous savons que rien ne peut se faire sans la paix. Donc nous sommes venus ici profiter de la cérémonie de lecture du Saint-Coran et de ce sacrifice pour lancer ce message de paix à l'endroit de tous les Guinéens pour que cette transition soit peut-être la dernière des transitions en Guinée. Donc pour que cela puisse être une réussite, il faut que tout le monde fasse bloc derrière le général Mamadi Doumbouya. Donc que la jeunesse accepte, que les vieux acceptent, que les femmes acceptent. Je pense que cette réussite ne sera pas seulement pour le général, mais ce sera pour toute la Guinée. Avec bien sûr l'apport très important du ministre Morikondé, parce que partout où il a dit qu'on parlera du général, il voudrait qu'on parle aussi de lui, surtout dans le bon sens. Donc il dit tout ce qui concerne le général Mamadi Doumbouya le concerne aussi en premier lieu. Donc il a fait de son mieux pour que cette rencontre d'aujourd'hui soit une réussite. Ces avancées remarquables dans le pays sont au cœur de ce rendez-vous sportif doté du trophée général d'armée Mamadi Doumbouya pour célébrer la fraternité. Il regroupe tous les districts de Sabadou-Baranama pour réaffirmer leur adhésion totale aux politiques de développement en cours. Une bonne humeur collective pour promouvoir les valeurs d'esprit d'équipe et de solidarité. Actualité internationale pour terminer. Largement en tête des statistiques, le candidat Donald Trump remporte l'élection présidentielle à 47e président des États-Unis. Le républicain rejoint ainsi pour la seconde fois le bureau ovale avec 51% des voix. Le milliardaire obtient une victoire écrasante face à Kamala Harris qui cumule 47,5% des voix du peuple américain. Safia Toukondi. Donald Trump remporte largement la présidentielle aux États-Unis et rejoindra pour la seconde fois le bureau ovale le 20 janvier prochain. 47e président des États-Unis, le président Trump a gagné 51% contre 47,5% pour sa rivale. Il a fait des percées dans des États traditionnellement démocrates, bloquant ainsi le chemin à Kamala Harris vers la présidence américaine. La victoire pour Donald Trump est venue de la Pennsylvanie, l'un des États les plus étroitement remportés en 2016 et en 2020 et qui était considéré comme un État à gagner absolument pour Kamala Harris. Les Américains nous ont donné un pouvoir sans précédent, un mandat incroyable. C'est en ces termes que le président Trump s'est réjoui de sa victoire en s'adressant au peuple américain avant même l'annonce officielle des résultats. De son côté, l'ancienne vice-présidente de Joe Biden avait fait un excellent début de campagne, mais n'aura finalement pas réussi à stopper la vague rouge qui vient de déferler sur les États-Unis. Pour être élu président de la République aux États-Unis, il faut gagner 270 voix du collège électoral.
Pour cette présidentielle, Donald Trump a gagné 277 voix, soit 51% contre 224 voix, soit 47,5% pour sa rivale Kamala Harris, ce qui constitue une victoire écrasante pour l'ancien occupant du bureau ovale. Le candidat républicain à l'élection américaine, Donald Trump, est ainsi élu 47e président des États-Unis après avoir percé la fatidique barre de 270 grands électeurs américains. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site le www.rtgguinée.info. Je vous dis à très vite pour une nouvelle session d'information de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonsoir.